Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des marchés en live. Nous sommes mardi 7 mars 2023. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Bienvenue donc sur WeBourse. Vous pouvez suivre cette émission en direct sur mon compte Twitter, sur mon compte LinkedIn, sur mon compte Facebook. Vous pouvez également suivre le direct sur la chaîne YouTube de WeBourse ainsi que la chaîne Twitch. Je rappelle que c'est plus facile pour moi d'avoir vos commentaires et vos questions via la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas, vous tapez dans Google Twitch WeBourse, W-I Bourse, et vous pourrez me retrouver et mettre des messages dans le chat, c'est gratuit et ouvert à tous. Avant de démarrer cette émission, un grand merci à tous, puisque j'ai fait une pause ces derniers mois, le temps de déménager, de m'installer à La Réunion, comme vous le savez peut-être. C'est pour ça que j'ai le soleil qui arrive un petit peu en pleine figure. J'espère que ça se passe bien pour vous, les Français. Aujourd'hui, peut-être un petit peu bloqué avec toutes ces grèves. Merci à tous puisque vous avez été plus de 20 000, toutes plateformes confondues, à regarder l'émission de la semaine dernière. Donc je vais faire en sorte que vous soyez heureux et toujours plus nombreux à suivre ce nouveau format. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par moi-même s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Je vous rappelle nos rendez-vous, donc 2 mardis par mois. On se retrouve pour ce point de marché en direct sur de nombreux réseaux sociaux. Le point de marché en live sur Twitch, YouTube, LinkedIn, etc. Au quotidien, vous me retrouvez pour des infos et des graphiques sur Twitter. Et puis, le mercredi, donc demain, vous aurez ma newsletter cette fois-ci sur la thématique de la fiscalité. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site nicolaschéron.fr. Au sommaire de cette émission, on fait un focus marché, on étudie et on parle des derniers décalages de prix, que ce soit des indices, des matières premières, un peu de macroéconomie. Ensuite, des graphiques du top flop, on voit à peu près une dizaine de graphiques à chaque fois pour mieux comprendre les flux entrants, sortants des marchés, les flux vers certains secteurs qui sortent d'autres, vers certaines zones économiques. On suit les chiffres macroéconomiques, les chiffres du chômage, les chiffres de la Chine, et tout cela pour un peu mieux saisir donc ce qu'il se place sur la planète finance. Ensuite, en troisième partie, on va passer sur les graphiques, et comme d'habitude, dans un premier temps, on va regarder indices, matières premières, Bitcoin, et puis on passe à une série d'une quinzaine d'actions. Je crois qu'on a 20 actions sélectionnées. Les belles actions en trend following, donc le trend following c'est du suivi de tendance, donc on aura 10 beaux exemples de valeurs en trend following cette fois-ci. D'autres configurations en range, en stabilisation, sous surveillance, ou bien des configurations sur lesquelles il vaut mieux être prudent. Et puis on finira par 5 cas un peu plus complexes, avec des petites finesses à regarder dans les graphiques et qui peuvent vous donner des informations. On commence donc par le focus marché. Que s'est-il passé depuis 15 jours? Lorsque l'on a discuté ensemble, nous étions à peu près autour du 20 février. Et je vous expliquais que la périodicité faisait que la deuxième partie du mois de février n'est pas très porteuse. Sur les indices européens qui sont très forts, cette périodicité non porteuse a tout simplement engendré des latéralisations de prix. Sur des indices un petit peu plus faibles, comme le Nasdaq, sur lequel vous savez peut-être que j'avais des positions baissières, eh bien on a perdu à peu près 1100 points sur le Nasdaq et on a perdu 9% donc sur la deuxième moitié du mois de février, avant que Raphaël Bostic nous parle. C'était jeudi dernier. Jeudi dernier, le CAC 40 était sur le support des 7200 points.
Le S&P 500, l'indice directeur américain, était revenu sur sa moyenne mobile à 200 périodes. Le Nasdaq travaillait également sa moyenne mobile à 200 périodes. Vous savez que c'est une moyenne mobile que j'affectionne, la moyenne mobile du trend follower, donc du suivi de tendance. Et Raphaël Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, nous a indiqué jeudi dernier qu'un état d'esprit progressif devait constituer la ligne de conduite appropriée pour la Banque centrale, avant d'ajouter s'en tenir à une hausse des taux d'1 quart de point pour la réunion du 22 mars, donc dans 2 semaines. Et le fait que ce banquier central, même s'il n'est pas votant à la Fed, indique que la hausse des taux allait être graduelle, eh bien cela suffit aux opérateurs pour retrouver un petit peu d'appétit pour le risque et pour faire rebondir tous les indices. Le Nasdaq, le S&P 500 sur MM200, le CAC 40 sur les 7200 points, et on est reparti de l'avant. On est reparti jeudi, on est reparti vendredi. Ce lundi, donc hier, le CAC 40 inscrivait un nouveau record historique sur les 7400 points. Et on est aujourd'hui mardi, on se stabilise en attendant un discours. Petite indication ici que vous ayez les termes, c'est de la vulgarisation. J'écrivais dans ma présentation « From Tina to Tara, tapas and tiara ». Qu'est-ce que c'est? Ces mots chinois. Tina, c'est le « there is no alternative ». Quand les taux étaient bas, si on voulait faire de la performance, pour les gérants de portefeuille, pour les investisseurs, eh bien, il fallait aller sur les actions, puisque les actions ont du rendement, alors que les obligations, les taux étaient très faibles. Simplement, vous l'avez vu, les taux sont montés rapidement en Europe et très rapidement aux États-Unis. On a des indications de taux à 6 mois là, qui sont supérieures à 5%. Donc maintenant, on a des nouvelles expressions. Alors Deutsche Bank qui allait de son expression, Goldman Sachs de son expression également. Chacun y va de sa petite création. Tara, c'est There are reasonable alternatives. Tapas, c'est There are plenty of alternatives. Et Tiara, c'est There is a realistic alternative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parallèlement au marché action ou à la place du marché action, eh bien, il y a désormais un intérêt à aller sur des obligations puisqu'elles offrent un rendement assez élevé. Mais on va le voir dans la partie top flop, ce rendement n'est pas encore supérieur à celui du S&P 500, ce qui explique peut-être la bonne tenue des indices américains. Le rendez-vous de la semaine, ou les rendez-vous de la semaine, mais je dirais que déjà ce rendez-vous-là est important, il est dans quelques heures. Jérôme Powell sera auditionné par la commission bancaire du Sénat ce mardi à partir de 16 h. Et ça pourrait faire bouger les marchés. Est-ce que Jérôme Powell va dire que l'économie américaine est très forte et qu'il faut continuer de serrer la vis? Ou est-ce qu'au contraire, Jérôme Powell va abonder dans le sens de Raphaël Bostic dont je vous parlais en introduction, en parlant d'une hausse progressive, ce qui laisserait peut-être entendre que les taux vont monter aux États-Unis de 0,25 points et non pas de 0,50. Et puis, plus tard dans la semaine, mercredi, jeudi et vendredi, on suivra les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Vous savez que le marché de l'emploi est toujours très fort aux États-Unis avec un taux de chômage qui est sur des plus bas de 20 ans. Dans cette introduction, ce focus marché d'il y a 2 semaines, on parlait d'une sorte peut-être d'anomalie sur le gaz naturel qui avait chuté pendant des mois et des mois. Et il se trouve que le gaz naturel, le lendemain de l'émission, donc a corrigé en quelque sorte cette anomalie, puisqu'on a eu un rebond de 50% en moins de 10 jours sur le gaz naturel. Le Bitcoin, lui, il pâtit des déboires de la banque californienne Silvergate. C'est une banque qui a été fondée en 1988 et c'est un prêteur de premier plan pour les sociétés crypto. Et il se trouve que beaucoup de clients ont demandé à retirer leurs fonds de la banque. Ça a mis la banque en difficulté et ça a mis les cryptos en difficulté puisque certains spéculent sur le fait que cette banque va devoir vendre des actifs et donc faire pression sur les crypto-monnaies. Lorsqu'on était dans la deuxième moitié du mois de février et qu'on a vu le Nasdaq perdre 9%, on aurait pu s'attendre à ce que le Bitcoin lâche également. Et à ce moment-là, il avait une très bonne tenue.
Et malheureusement, alors que le rebond était enfin en train de se faire sur les indices américains à la fin de la semaine dernière, le Bitcoin, lui, a été en proie justement au déboire de la banque californienne Silvergate, qui a fait pression sur ce dernier. Quant au pétrole, eh bien, on avait vu il y a 2 semaines qu'il était dans un range dont la sortie était à suivre. Eh bien, cette sortie se fait toujours attendre. Le pétrole n'a pas bougé et il évolue toujours à l'horizontale. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et on va pouvoir passer à la partie top flop. Donc bonjour à tous, le son et l'image sont bons pour tout le monde. Hop, basculement de LinkedIn vers Twitch. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous, c'est à quelle heure cette intervention? C'est à 16h. Si vous voulez suivre un calendrier économique pour pouvoir suivre les statistiques justement, eh bien vous pouvez aller sur le site Forex Factory et vous aurez tout le calendrier de la semaine. Vous pouvez régler l'heure, vous pouvez régler les zones géographiques, les importances et vous avez ainsi toutes les publications de la semaine, que ce soit en France, en Espagne, aux États-Unis, en Asie, de l'inflation au chômage en passant par les PMI, les chiffres manufacturiers ou des services. On passe maintenant à la partie top flop et c'est parti. On commence avec un graphique de la saisonnalité. Mi-février, je vous expliquais donc que la saisonnalité n'était pas très porteuse. Alors quand on parle de saisonnalité, on parle de quoi? Généralement, ce sont des statistiques faites sur 30 ans, 50 ans, parfois 70 ans. À gauche ici, vous avez un graphique de la saisonnalité du S&P 500. Donc en fait, vous avez sa performance en fonction des mois. Vous pouvez voir que le mois de février, on avait un petit carré rouge, que c'est pas très porteur. Et là, on rentre dans le mois de mars dans un mois assez porteur, avant le mois d'avril, qui est un mois très porteur. Évidemment, il y a des années où cette saisonnalité n'est pas du tout respectée, mais c'est quand même intéressant de savoir voilà, que février, que juin, que août, septembre ne sont pas très porteurs, alors que d'autres mois peuvent l'être beaucoup plus. Ici, à droite, vous avez un graphique des estimations des bénéfices des entreprises aux États-Unis. Vous pouvez voir que quand on était en 2021, eh bien, les estimations n'ont fait que monter. En 2022, on a fait un top sur ces estimations de résultats à venir. Tout 2022, on a baissé et 2023, on a baissé également. Et en fait, le consensus s'est ajusté. Et pourquoi est-ce que les marchés tiennent aussi bien alors que les analystes ont revu leur copie? C'est parce que les résultats qu'on a eus dans les publications de ces 2-3 dernières semaines étaient plutôt bons. Et c'est aussi parce que quand on regarde les estimations pour 2024, 2025 et 2026, eh bien pour le moment, ce sont des estimations qui restent très solides. Autre graphique ici, c'est le sentiment des particuliers, c'est l'enquête AAII. Donc c'est pareil, ça si vous voulez le retrouver sur internet, vous tapez AAII Sentiment ou AAII Bulls and Bears et vous trouverez ce genre d'études, ce genre de graphique. On peut voir ici que pendant une très longue période, 44 semaines, donc pratiquement un an en fait, le sentiment était négatif. On avait plus de particuliers qui étaient pessimistes et baissiers que d'acheteurs bulles optimistes et haussiers. Donc je vous le rappelle, bear c'est l'ours et c'est les baissiers, et bull c'est le taureau, c'est le taureau de Wall Street, c'est les acheteurs. Parce que l'ours en fait donne un coup de patte de haut en bas et fait baisser le marché, alors que le taureau met un coup de tête, vous voyez je fais très bien le taureau, et va vers le haut, et c'est donc signe des acheteurs. Et donc, après avoir eu un sentiment très long de pessimisme, eh bien l'optimisme fait de nouveau surface. Et ça se voit d'ailleurs dans les prix des indices qui aux États-Unis se sont stabilisés et qui en Europe sont sur des records annuels ou historiques comme le CAC 40. À droite, ici, vous avez un graphique des changements des prix de l'immobilier aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. On peut voir en fait avec les politiques de hausse de taux d'intérêt que l'immobilier a pris un coup dans l'aile. Aux États-Unis, la spéculation qu'on avait eue pendant le Covid
et post-Covid est retombé, en Nouvelle-Zélande, on avait vraiment une bulle immobilière très importante et donc cette bulle est en train d'être crevée. Ensuite, à gauche, ici dans le top, on a l'inflation core en Espagne. Et vous pouvez voir que cette inflation reste très importante parce que même si on a des prix qui sont retombés dans les biens de consommation courante ou encore dans l'énergie avec la baisse du gaz et du pétrole, eh bien on a des prix dans les services qui continuent de monter. D'ailleurs, vous en avez entendu parler à la télé ces dernières semaines sur BFM et d'autres chaînes. La grande distribution est en train de passer des hausses de 10, de 20, de 30%. Et on a d'ailleurs des écarts, des différences de prix entre certaines grandes surfaces qui sont absolument énormes. Alors en France, vous devez avoir des écarts qui sont sacrément importants. Je peux vous dire qu'ici, à La Réunion, déjà qu'il y avait une disparité des prix, mais alors entre deux enseignes, c'est extrême. Mais dans l'ensemble, on a quand même des prix qui, globalement, continuent d'être assez élevés et une inflation persistante. Donc ça, c'est le problème des banques centrales. Les banques centrales montent les taux pour faire, refroidir la machine économique. Et alors qu'elles sont en train de monter les taux, l'inflation reste persistante. Donc c'est très important de suivre les chiffres d'inflation. Si l'inflation se calme dans les mois à venir, c'est que les banquiers centraux ont réussi à leur pari. Si l'inflation reste persistante, ce sera un caillou persistant dans leurs chaussures. À droite, vous avez deux photos de Jérôme Powell, avec en bas à droite un article, une page de couverture du magazine américain Barron's et en haut à droite du magazine Fortune. C'est rigolo en fait de voir à quel point, en fonction des changements de prix, on dit qu'un banquier central a eu raison ou a eu tort. Ce qui est rigolo, c'est que quand les taux étaient toujours tout en bas, n'augmentaient pas tant que ça, qu'il n'y avait pas de tension, qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'inflation, on disait que le banquier central Jérôme Powell, président de la Fed, avait réussi son pari. Et maintenant que les taux se sont littéralement envolés, eh bien, ces mêmes journaux titrent qu'on va vers une récession pratiquement certaine. Ici à gauche, ce sont les injections de la POBC. La POBC, c'est la Banque centrale chinoise. Et en fait, la Banque centrale chinoise, ces dernières semaines, a injecté dans des proportions historiques. On a la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine qui se retirent des marchés, qui essayent de faire baisser leur bilan. On pourrait donc croire que la liquidité globale sur les marchés est en train de baisser et que ça devrait faire pression sur les indices. Mais qu'est-ce qu'ont fait les banques centrales chinoises et japonaises ces dernières semaines alors que justement il y avait une pressurisation des marchés parce que la liquidité se retirait? Eh bien elles ont injecté et elles ne l'ont pas fait de main morte. On parle ici de centaines de milliards, de milliers de milliards. Et donc les injections de la Chine et du Japon ont pallié celles des retraits de la Fed et de la BCE. Et quand on regarde la Global Liquidity, je vous trouverai le graphique pour la prochaine émission, eh bien cette dernière se stabilise. Et en fait, cette Global Liquidity, elle est très corrélée au marché, enfin les marchés sont très corrélés à cette liquidité. Et on pouvait voir que en 2022, quand il y avait une liquidité qui se retirait et que les banques centrales arrêtaient d'injecter, les marchés étaient sous pression. Et on peut voir là que les marchés se stabilisent, tout comme cette liquidité globale. À droite, vous avez un graphique intéressant, c'est le graphique du Baltic Dry Index et du gaz naturel. Et vous pouvez voir que les deux évoluent quand même assez de concert quand on regarde un graphique sur les 30 dernières années. Le Baltic Dry Index, c'est quoi? C'est l'indice du fret maritime. Et comment il est calculé? Eh bien, c'est le prix d'un certain nombre de matières premières, le prix pour pouvoir les transporter en fait à travers la planète. Donc quand on a une activité très forte, une croissance économique très forte, comme par exemple la reprise post-Covid, eh bien on a un Baltic Dry qui s'envole parce que les prix du fret se sont envolés, qu'il y avait un dynamisme économique très fort. Et qu'est-ce qu'on a pu voir
ces derniers mois, eh bien, on a pu voir donc ce fret maritime se calmer, la croissance économique se calmer, les anticipations de croissance se calmer également, puisque nombreux envisageaient une récession à court terme. C'est pour ça que le Baltic Dry est redescendu et le gaz naturel a fait de même. Simplement, le gaz naturel, comme vous pouvez peut-être le voir sur ce graphique, revient sur des plus bas de 10-15 ans. Il est donc peut-être à surveiller. Simplement, il n'est pas évident d'investir sur le gaz puisque ce sont des produits à terme. Il existe des futurs, il existe des CFD, mais pas chez tous les courtiers. Donc, c'est pas forcément simple d'investir sur ce gaz naturel. Le but de ces graphiques, c'est aussi un appel à la curiosité. Par exemple, là je vous dis Baltic Dry Index, c'est le prix du fret maritime d'un certain nombre de matières premières, métaux et agricoles. À vous ensuite d'aller taper Baltic Dry Index sur Google, de lire les définitions et d'apprendre des choses. Voilà, même chose pour la différence entre l'inflation et l'inflation core. Il faut faire vos petites recherches. Moi je vous donne des pistes, je vous donne des grilles de lecture, j'essaie de vous donner des éléments de corrélation, des explications de la hausse des marchés, comme ici la liquidité chinoise de la banque de la POBC. Et après, à vous de faire des petites recherches supplémentaires. Le graphique de gauche ici, ce sont les mouvements, donc les flux entrants des particuliers en bourse. On peut voir ici qu'en 2020, les particuliers aux États-Unis ont mis du cash dans les marchés à fond. Les gens étaient bloqués chez eux, ils achetaient des actions, ils spéculaient sur les mêmes stocks, sur les crypto-monnaies, sur les actions de croissance, sur les valeurs du Nasdaq. Ça s'est calmé un certain temps et là, depuis début 2023, on peut voir que de nouveau, eh bien, les particuliers sont friands d'actions et rentrent sur le marché très fortement. D'ailleurs, je vous ai publié un graphique, c'était dimanche dernier, me semble-t-il, ou samedi, montrant que, alors que les gérants de fonds, eux, se tâtent et sont toujours encore mi-figue, mi-raisin à garder de la liquidité, à ne pas rentrer fort dans les marchés, une des raisons de la hausse, après c'est pas les particuliers et leur volume qui font les marchés, mais il y a quand même un soutien très fort de la part des particuliers américains sur le marché action, d'autant plus que les particuliers misent maintenant non plus sans effet de levier, mais avec de l'effet de levier et pas n'importe lequel, puisqu'aux États-Unis, le trading sur option a explosé et le trading sur option permet d'avoir du levier. Un peu comme sur les cryptos, vous pouvez avoir des leviers 30, 50, 100 et peut-être parfois plus. Ça veut dire qu'avec 1000 €, vous pouvez investir 100 000 €. Donc vous imaginez 1 million de personnes qui, au lieu de mettre 1000 € peuvent investir 100 000 €, forcément, avec l'effet de levier, eh bien, ça peut quand même avoir un impact sur les marchés. Graphique de droite, c'est le PMI manufacturier au Japon en ce début d'année, qui montre qu'on est quand même sous les 50, en contraction, ça ralentit, mais ça se stabilise désormais. Sur les dernières publications de PMI, et notamment les chiffres chinois, on a vu que, hop, il y avait une petite barre remontante, et que ça se calmait, enfin que ça redémarre même. Et d'ailleurs, ce week-end, la Chine a affirmé qu'elle voulait un objectif de croissance de 5%. Donc il ne faut pas s'étonner que la Chine injecte dans les marchés, dans l'économie, pour faire redémarrer tout ça, puisque quand la Chine se fixe un objectif, elle fait tout ce qu'il faut et elle a des sacrés moyens pour pouvoir y parvenir. Au début de l'émission, on parlait de ce que peut rapporter l'argent à court terme. Et à court terme, ici, on peut voir en bleu qu'avec les hausses de taux rapides de ces derniers mois, eh bien, on peut facilement avoir sur des obligations de court terme du 5%. Le yield, ce que rapporte en fait le marché action sur le S&P 500, est un tout petit peu au-dessus. Ça veut dire que pour l'instant, dans des marchés qui ne semblent pas avoir peur de grand-chose, puisqu'on a mis la guerre en Ukraine de côté, la fermeture chinoise de côté, le Covid de côté, eh bien pour l'instant, le rendement en fait du S&P 500, du marché américain, est encore supérieur à celui des obligations de court terme. Donc pour l'instant, le marché action garde cet avantage et c'est ce qui explique son soutien.
Il faudra voir dans les mois à venir si ce rendement se tient ou si celui de l'argent vient le dépasser, si notamment on a de nouvelles hausses de taux. Et c'est justement Jérôme Powell qui va parler cet après-midi à 16 h qui va nous donner des indications à ce sujet. À droite, vous avez un graphique de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, c'est le fonds d'investissement de Warren Buffett. Et vous voyez en fait sa performance par rapport à l'indice S&P 500. Et on peut voir en fait que dans les années 80 et 90, eh bien, Warren Buffett surperformait largement la performance du S&P 500 de par la sélection des actions qu'il en faisait. Entre 2000 et 2010, cette surperformance s'est un petit peu tarie. Et quand on regarde sur la fin du graphique, en fait, on se rend compte que à partir de 2012, eh bien, avoir en portefeuille du Berkshire Hathaway revient à avoir du S&P 500, puisque Warren Buffett fait plus ou moins aussi bien, voire un petit peu moins bien ces dernières années, que la performance moyenne de l'indice. Alors, c'est pas pour taper sur Warren Buffett que je dis ça. Il fait de très bonnes sélections, même si maintenant il a une position sur Apple qui est assez hallucinante. Pour l'instant, en tous les cas, elle est porteuse et il a raison. Mais c'est simplement aussi pour dire que on peut avoir des gérants de fonds qui au début sont beaucoup plus habiles et qui ont beaucoup moins d'argent à mettre sur les marchés. Quand on parle de fonds qui font quelques milliards ou dizaines ou centaines de milliards, là forcément ça fait des sacrées sommes à déplacer et on est moins agile, donc il est moins évident de surperformer par rapport à l'indice. Et c'est là où vous, particuliers, avez une force certaine, c'est qu'avec les portefeuilles que l'on a, des comptes titres ou des PEA, à moins d'être multimillionnaire, ce que je souhaite à certains d'entre vous, lorsqu'on veut couper des positions, on n'a pas bien un grand impact sur les marchés. Et donc ça veut dire que si d'un jour à l'autre, le marché, pour une raison ou une autre, venait à déraper, et en quelques clics, on peut alléger des positions, on peut couper des positions, on peut sortir des marchés, alors que c'est beaucoup moins facile pour un fonds d'investissement. Et ça, c'est une des rares forces de l'investisseur particulier par rapport au gérant de fonds. Graphique de gauche, ici, c'est la dette aux États-Unis en milliers de milliards. Donc là, on est à 16 000 milliers de milliards. C'est assez hallucinant. C'est tout simplement pour vous montrer que voilà, la dette, c'est pas vraiment un problème. Ça fait 20 ans qu'elle augmente graduellement. La dette des prêts étudiants, la dette sur les cartes de crédit, la dette sur les voitures, les maisons. Et cette dette monte continuellement. À droite, c'est l'indice de la Fed de Philly qui quand même a bien plongé ces derniers temps et qui montre quand même qu'on a un certain ralentissement et qui laisse entendre, et il y a de plus en plus de gérants quand même qui s'accordent là-dessus pour dire que pour l'instant, juste ici, tout va bien. Malgré des taux élevés, l'immobilier se tient, la croissance économique se tient grâce au redémarrage de la Chine, mais la deuxième moitié de cette année pourrait ne pas être aussi évidente. Et puis pour finir, est-ce que cette fameuse dette américaine va continuer d'augmenter, oui ou non? Ça, ce sont des projections de la Fed, c'est assez hallucinant comme graphique, puisque de 2023 à 2053, donc sur les 30 ans qui viennent, la Fed s'attend à ce que la dette par rapport au PIB américain explose en comparaison en fait dette PIB, pour l'instant on est sur du 100% et on monterait comme ça en 30 ans à 200%. En fait on est dans des économies qui sont administrées par la dette créée par les pays ou les banques centrales. Et puis le graphique ici de droite, c'est un graphique qui montre à quel point ce qui est à la mode n'est pas forcément performant à très long terme. Vous avez en marron la performance de ARK Innovation, c'est le fonds d'investissement de Cathie Wood, fonds d'investissement notamment sur les valeurs tech et notamment les non-profitable tech, les tech qui ne gagnent pas d'argent. Cathie Wood nous expliquait en 2020 que la tech c'était l'avenir des 20-30 prochaines années, que toutes les valeurs de tech allaient littéralement exploser, que Tesla allait à 4000 $. Et elle a connu un sacré revers, Cathie Wood, puisque cette bulle en quelque sorte est retombée sur l'année 2021 et surtout 2022, et qu'elle sous-performe
la vieille économie. Ici, vieille économie, c'est industrie, immobilier, des équipements dans les fermes, des cleaning supplies, donc des trucs vraiment de l'ancienne économie, à l'ancienne, voilà. Et donc en bleu, vous voyez que cet indice à l'ancienne se tient bien et monte graduellement, mais ce qui a été en fait adoré est ensuite détesté. La tech qui a donc explosé, qui est retombée, et le fonds de Cathie Wood qui s'est fait plier en trois. On va passer à la deuxième partie de l'émission, la partie analyse graphique. Je vais ouvrir la plateforme ProRealTime. Donc nous voici sur ProRealTime et on commence avec un graphique du Nasdaq. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver en cours de route. Je salue tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur LinkedIn, Twitter, YouTube, Twitch et maintenant Facebook Live, peut-être bientôt même sur Instagram et TikTok. Et j'en profite encore une nouvelle fois pour vous remercier puisque vous étiez plus de 20 000, même plus de 22 ou 23 000 à avoir vu ne serait-ce que quelques minutes ou pour certains l'émission entière, eh bien l'émission d'il y a 2 semaines. Donc, le Nasdaq, en 2022, il était baissier, il était sous sa moyenne mobile à 200 périodes et il enchaînait les périodes de chute, les périodes de rebond technique, période de chute, période de rebond technique, période de chute, période de rebond technique. Ce que je disais moi début février, c'est que il fallait pas vendre la peau du marché baissier. On ne peut pas passer d'un marché baissier à un marché haussier. Avant cela, il y a la stabilisation et la neutralité. Voilà. Donc, le Nasdaq étant l'indice le plus faible, la périodicité de février, la deuxième quinzaine étant plutôt baissière, j'avais parlé d'un risque baissier sur les indices américains et notamment sur le Nasdaq. Le Nasdaq a perdu 9%, 10% même. Il est revenu sur sa moyenne mobile à 200 périodes. Et là, ce sont les dires de Raphaël Bostic, donc jeudi dernier, qui ont en quelque sorte sauvé le support. Les opérateurs sont revenus à l'achat, rebond jeudi, rebond vendredi. Ce lundi, un petit peu d'euphorie de début de semaine, puis on voit que la mèche a été vendue. On a la même chose sur Apple. Et on assiste là, en ce mardi, à une stabilisation. C'est dur à dire pour la suite. Est-ce qu'on va tenir les supports, repartir, réussir à casser les résistances et avoir un marché neutre qui devient haussier, ou est-ce qu'on va passer un certain temps à l'horizontale? Moi j'aurais plutôt tendance à penser que post-résultat, voilà, on pourrait se chercher un certain temps. Après on a vu que la périodicité de mars-avril était plutôt porteuse. On pourra dans tous les cas ne pas forcément scotcher sur les indices et regarder les actions en trend following que je vous présenterai tout à l'heure, des actions qui montrent que les marchés montent, baissent, qu'il y a une guerre ou pas. Il y a certaines actions qui se fichent de la macroéconomie, qui se fichent de la géopolitique et qui sont dans de magnifiques tendances et qui grimpent. Sur le S&P 500, qui est un cran plus haussier que le Nasdaq, on peut voir donc qu'on avait une tendance baissière l'année dernière, le point bas s'est fait au mois d'octobre, et depuis, on est dans ce canal haussier, avec donc hausse, baisse, hausse, baisse. On a touché un support clé, donc vous voyez que le support touché jeudi dernier, en fait, c'est la jonction entre le bas de ce canal et la moyenne mobile à 200 périodes. C'est là qu'il fallait tenir, c'est là qu'il fallait rebondir, et c'est là qu'un banquier central dit la phrase magique qui permet aux opérateurs de reprendre le sourire et de payer et de faire rebondir le marché. Tant qu'on est dans ce canal haussier sur le S&P 500, c'est porteur et on peut faire ce que l'on appelle du stock picking ou du trend following et aller chercher des titres qui sont soutenus par cette dynamique. Si on devait sortir de ce canal par le bas et casser la MM200, là, on serait dans un marché un peu plus incertain, un peu plus peureux, et il faudrait peut-être lever le pied sur les opérations de court terme. Concernant l'indice le plus fort, Cocorico, c'est le CAC 40. J'avoue que ça fait quelques années qu'on n'avait pas dit ça. Pendant des années, en fait, il fallait acheter du Nasdaq, acheter du S&P et vendre du CAC 40 et jouer l'écart entre les deux. On voyait déjà en fin d'année dernière que le CAC 40 baissait moins que les indices américains. On a vu ensuite qu'il s'est repris fortement, bien plus rapidement. Et alors vous voyez que les indices américains sont ici,
sur l'équivalent des 6400 points sur le CAC. Le CAC, lui, il est déjà 1000 points plus haut pratiquement, donc 15% plus haut. Et il faut savoir que l'Europe surperforme les États-Unis, ce qui explique que le CAC soit si haut. Mais il faut aussi savoir qu'un tiers de cette hausse, ici, qu'on a fait de 1800 points, un tiers de cette hausse, donc 600 points, c'est le luxe. Parce que le luxe pèse plus de 30% dans l'indice français. Et le luxe a littéralement cartonné ces dernières semaines, puisque les opérateurs spéculaient sur la réouverture de la Chine, la reprise de la croissance, la reprise de la consommation. Bonjour Tadi, bonjour à tous ceux qui arrivent, merci. Alors, ensuite, on regarde rapidement l'or par exemple. L'or et l'argent, on peut les regarder rapidement, mais en fait, l'or et l'argent, là, ils évoluent vraiment en fonction du dollar américain. Et on est dans une stabilisation. En fait, l'or, quand on le regarde sur 2 ans, il est au milieu de son range. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on regarde l'argent, le silver, il est dans un canal baissier sur les 2 dernières années, là où l'or est un petit peu plus fort. Et on peut voir que le silver travaille la médiane de son canal baissier, la zone des 20,50 $, la moyenne mobile à 200 périodes. Va-t-il réussir à s'accrocher dans cette zone-là pour tenter de remonter vers son haut de canal ou l'inverse? C'est ici que ça va se décider dans les séances à venir, je dirais même dans les heures à venir, puisque c'est potentiellement les propos de Jérôme Powell qui vont tout faire bouger, les indices, le dollar, les matières premières et même les cryptos. Concernant le gaz naturel, Natgaz, on peut regarder ça. Donc le gaz naturel qui suivait le Baltic Dry Index, donc l'indice du fret maritime comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui était très fortement haussier jusque août 2022, puis ensuite ça s'est littéralement effondré. 80% de baisse sur le gaz naturel, et comme je vous le disais mardi il y a 2 semaines, on était presque sur une anomalie de marché, ou en tous les cas sur une zone historique de prix, puisqu'on est sur les niveaux les plus bas de 2012, presque sur les plus bas de 2016 et de 2020. Donc on approche, et c'est pour ça qu'on a réagi, de zones très dures à long terme. On regarde maintenant le Bitcoin. Et le Bitcoin, on peut constater qu'il est à l'horizontale. Il sous-performe les indices américains. Ces dernières séances, en fait, donc jeudi dernier, vous voyez que le Bitcoin était à 23 400. Les indices américains sont repartis de l'avant. S'il n'y avait pas eu cette affaire du Silvergate, eh bien, le Bitcoin aurait pu de nouveau aller chercher les 25 000 et tester sa résistance clé. Mais avec cette histoire du Silvergate, et en ce moment des histoires sur les cryptos, il y en a toutes les 2 semaines, eh bien, ça a pressurisé les prix et ça les a fait tomber. Je trouve l'analogie, la comparaison du Bitcoin à très long terme et à court terme intéressante. Regardez le mouvement qu'on a eu ici en 2020. Hausse très puissante, accélération, accélération, un point haut, un point bas, un point haut plus haut que le précédent, un point bas plus haut que le précédent, puis une stabilisation. Eh bien, si vous prenez ce schéma-là, ce dessin, vous vous rendrez compte que c'est exactement la même chose qu'on a fait ces dernières semaines. Comme en 2020, accélération des prix, explosion, un point haut, un point bas, un point haut plus haut que le précédent, un point bas plus bas que le précédent, et quid de la suite. En tous les cas, si ça devait se répéter historiquement, vous voyez qu'ici, on n'avait pas tenu le point bas et on était reparti à la baisse. Et donc si ça se répète, ça veut dire qu'en fait cette zone de soutien ici ne va pas tenir et qu'on va repartir potentiellement vers la moyenne mobile à 200 périodes. Alors je ne veux pas être baissier sur le Bitcoin et encore moins short sur le Bitcoin puisque, petite blague à part, c'est interdit par la Convention de Genève et surtout par la Convention twitterienne. Mais voilà, pour le moment ça va, on tient. Mais il faut dire qu'il y a un manque d'entrain des opérateurs. On pourrait revenir tester le niveau des 21 500 qui est support. Et si ce support venait à lâcher, attention, en dessous il pourrait y avoir des liquidations des acheteurs en levier. Et on pourrait très vite revenir sur la moyenne mobile
à 200 périodes. Donc il faut vraiment tenir les 21 500, 22 000 $ et tenter une relance sous peine de corriger et d'aller beaucoup plus bas. Je vous présente maintenant la liste des actions que nous allons pouvoir regarder pour cette dernière partie d'émission. Mon style, mes préférences, ce que je vous invite à faire dans une optique de moyen terme, de long terme et même parfois de court terme, c'est de vous intéresser à des valeurs qui montent. C'est de vous dire qu'en bourse, la probabilité de faire un gain sur une action haussière est supérieure à la probabilité de faire un gain sur une action baissière. Souvent, quand on débute en bourse, on se dit je vais acheter des valeurs qui sont baissières parce qu'elles sont pas chères, elles sont basses, elles peuvent rebondir et je vais gagner beaucoup plus d'argent que si j'achète une valeur qui monte et qui est potentiellement haute. Mais en fait, non. La probabilité de faire un gain, elle est supérieure sur une action qui monte. Donc, il vaut mieux délaisser les actions baissières, délaisser les actions qui sont sous MM200, délaisser certaines actions même qui parfois sont neutres et attendre qu'elles sortent par le haut de leur consolidation, attendre qu'elles cassent des résistances, attendre que la psychologie des opérateurs change et qu'à un moment donné, les opérateurs se disent « Ah, cette action vaut plus cher qu'hier, je suis prêt à la payer plus cher parce que je pense qu'il va y avoir des bonnes publications, des bons résultats, où il y a eu des achats du PDG, ou bien il y a un secteur qui est en train de se reprendre. » Et donc, voilà, ce qu'on veut, nous, c'est des actions qui réagissent bien sur les supports, qui tiennent leur moyenne mobile à 200 périodes, qui sont en trend following. Et je vais donc vous montrer les 10 premières valeurs comme ça. Ensuite, des valeurs sous surveillance, qui sont parfois baissières ou parfois dans des ranges. Et donc, puisque je viens de vous le dire, il faut attendre qu'elles sortent de ces zones de neutralité et qu'elles se retournent. Donc, on verra quels sont les seuils à surveiller. Et puis, on verra ensuite des actions complexes. Soit complexe parce que illisible, soit complexe parce que baissière, soit complexe parce qu'il y a des gros niveaux à passer. Et on va faire un point donc sur tout cela. Alors je regarde les quelques questions. Question bête, car quand on DCA, mais qu'est-ce qu'il est possible et intelligent de réduire le montant de celui-ci en ce moment? En fait, Badou, le principe de Jean-Michel DCA, c'est que Jean-Michel DCA, il n'a même pas envie d'écouter mes émissions, si ce n'est pour apprendre des choses. Mais Jean-Michel DCA, c'est un personnage que j'ai créé fictif, hein, c'est pour un peu d'humour. Le DCA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dollar cost average, c'est des achats mensuels répétés. Vous pouvez d'ailleurs trouver des newsletters sur mon site nicolaschéron.fr sur ce sujet. Et en fait, c'est quoi la théorie du DCA? C'est de se dire, sur 10-15 ans, 95% des gérants de la planète font moins bien que les indices. En trading, à long terme, 99% des traders font moins bien que les indices et nombre d'entre eux perdent de l'argent. Donc, comme le conseille Warren Buffett, faire de la bourse à très long terme, c'est s'intéresser aussi peut-être selon moi à d'autres classes d'actifs, un peu de crypto, un peu de métaux, peut-être des ETF indiciels, mais c'est sinon avoir une poche DCA où on ne touche pas. On garde des montants fixes, on garde des périodes fixes et on achète tous les mois, non pas des actions, mais plutôt des indices. Sky dit « Quid de la corrélation entre le S&P et les cryptos? Celle-ci est existante depuis des années mais commence tout de même à se décorréler. » En fait, Sky, le Bitcoin était très corrélé au Nasdaq ces derniers mois. Il était aussi très corrélé ces dernières semaines, mais avec les scandales de FTX ou là encore le scandale de Silvergate, eh bien, le Bitcoin sous-performe. On pourrait espérer, quand on fait de la crypto, que le Bitcoin se décorrèle des marchés actions et surperforme, fasse mieux. Mais là, il fait pire. Donc, attention pour le moment. Et effectivement, comme dit Maybe, c'est plutôt Nasdaq crypto que S&P crypto. Mais bon, Nasdaq et S&P sont eux aussi quand même corrélés. Une question d'ordre général. Que penses-tu des perspectives de croissance long terme sur les marchés? Réchauffement climatique, beaucoup moins d'énergie fossile, baisse de la population, etc. Alors, baisse de la population, non. La population mondiale devrait continuer de croître jusque 2080-2100, selon les études. En fait, souvent on me pose cette question, on me dit « Nicolas, tu parles du DCA, tu parles d'acheter les indices à long terme, de faire de la bourse à long terme, mais on fait face à une urgence climatique, on fait face à des énergies qui pourraient ne pas être
disponible, on fait face à beaucoup de choses. Mais je vous invite aussi à regarder l'histoire. Il y avait quand même de sacrées choses auxquelles les investisseurs et les marchés devaient faire face en 1910 ou en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale ou en 1970 pendant la crise pétrolière. On a de tout temps eu à faire face à des crises, à des marchés baissiers et à des urgences. Et de tout temps, en tous les cas, les meilleures entreprises, les plus grosses entreprises, celles qui sont dans les indices, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Si on pense que la planète, le monde financier, le capitalisme vont changer, être détruits ou tomber, eh ben dans ces cas-là, effectivement, on est moins serein dans sa tête pour faire de la bourse à long terme. Mais si on se dit que les indices boursiers, c'est à un instant T la photo des entreprises qui gagnent le plus d'argent de chaque zone économique, et que tant qu'on a de la croissance mondiale, ce qu'on a eu par le passé et qu'on pourrait encore avoir dans les années qui viennent, tant qu'on a de la croissance, il y a des bons élèves qui tireront leur épingle du jeu, donc il y aura des actions qui continueront de grimper. Allez, on passe à la partie trend following pour pas que cette émission fasse 2 heures, même si c'est passionnant toutes ces questions et ces sujets. Et on va sur Edenred, la première pour commencer. Alors les 2 premières valeurs que je vous ai mis dans la catégorie trend following, Edenred et Equinox, ce que je vous invite ici à regarder, c'est une sorte de régularité dans les mouvements. Ici, on a 2 régularités intéressantes sur Edenred. La première, elle enchaîne des séquences haussières avec des consos. Séquence haussière, conso, séquence haussière, conso, séquence haussière. Bon. Donc, ça arrive qu'il y ait des actions qui aillent tout droit, ça arrive qu'il y en ait qui fassent des hausses, des consos à plat, des hausses, des consos à plat. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a une façon de bouger, cette action. Elle peut prendre 20%, puis perdre 10-15%. Et donc, c'est sur ces consos-là, ces corrections, ces respirations qu'on va essayer de les attraper, plutôt que dans les accélérations. D'autant plus que, à chaque fois qu'elle fait un nouveau plus haut, elle corrige. Vous voyez ici, si on avait acheté la cassure des 50 €, ça grimpe, hop, ça retombe, on se fait avoir. Si on achète la cassure des plus hauts ici, hop, ça monte, hop, ça tombe, on se fait avoir. Donc, sur cette action, eh ben, on se dit que c'est les corrections qu'il faut acheter. Deuxième information sur cette action, la régularité avec laquelle elle teste sa moyenne mobile à 200 périodes. Pas parfaitement, parfois elle fait des petits trous en dessous, mais à plus ou moins 3%, elle teste régulièrement sa MM200 et sa MM200 est donc un support dynamique tangible intéressant pour pouvoir rentrer. Et j'irai même plus loin en disant troisième information, comment est-ce que se forment les creux sur cette moyenne mobile à 200 périodes sur Edenred? Eh bien, pour ces 12 derniers mois en tous les cas, à chaque fois avec un double creux. Un creux, 2 creux, un creux, 2 creux, un creux, 2 creux. Donc lorsque vous avez le graphique qui vous donne le mode d'emploi de cette action, vous savez que 1, elle est haussière, puisque les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts. 2, elle s'achète sur des corrections sur MM200, puisque on voit qu'à chaque fois qu'elle a touché MM200, ça tient. Et qu'en plus, si vous ratez le premier creux sur MM200, il y en a souvent un deuxième. Un creux, 2 creux, un creux, 2 creux, un creux, 2 creux. Et donc avec toutes ces informations-là, vous avez ici 2 façons de rentrer potentiellement par la suite sur cette action si elle vous intéresse. La première, c'est le mode d'emploi à suivre, le retour sur MM200. La deuxième, ce serait d'acheter une cassure, mais comme je vous l'ai expliqué, acheter les cassures sur ce dossier est peut-être moins facile, puisque parfois, quand on casse le plus haut, on fait 5%, puis on retombe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on suit le mode d'emploi 2 et qu'on achète la cassure, dès que ça prend 4 ou 5% au-dessus de la cassure, on remonte son stop. Comme ça, si ça part tout droit, c'est génial, on tient. Mais si ça retombe et que ça repasse sous la résistance, on sort sans gain ni perte. C'est ce qu'on appelle un stop à zéro. Donc voilà à quoi sert l'analyse graphique ici, à trouver un mode d'emploi. Et vous allez me dire, oui, mais parfois elle la casse sa moyenne mobile. Oui, oui, oui. Ici ça sert une fois, ici ça sert 2 fois, ici ça sert 3 fois, parfois 3, parfois 4, parfois 5, et puis à la 3e, 4e ou 5e ça casse. C'est pour ça qu'on utilise des stops de protection et qu'une fois qu'on a acheté sur ou sous la moyenne mobile à 200 périodes, on se met un stop de protection
Si on voit que ça casse violemment la MM200 et que ça poursuit la chute, eh bien, on passe à une autre. Et c'est pour ça, j'en profite pour passer à sa cousine, à Equinox. Pour ceux qui suivaient mes émissions déjà en 2020 et 2021, eh bien, à ce moment-là, Equinox nous avait donné un mode d'emploi et on disait souvent qu'Equinox faisait du Equinox. Elle testait MM200, elle rebondissait. Elle testait MM200, 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 1, 2, 3, 8, 10, 12. Elle l'a fait au moins 15 fois. Donc, une fois que vous voyez ce comportement régulier se répéter, une fois que vous l'aviez vu 4 fois, vous pouviez mettre à profit la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e fois. Et la 12e, ça casse, on perd, on sort. Mais on en a profité un bon nombre de fois avant pour payer largement cette petite perte après avoir fait des beaux gains. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer sur Equinox? Eh bien qu'elle avait passé, après sa cassure de MM200, plusieurs mois dans une sorte de latéralisation. Et qu'est-ce qui nous intéresse dans les latéralisations? C'est les sorties. Ici, elle est sortie avec des volumes qui étaient de retour. Ça veut dire que les opérateurs sont de retour sur le dossier. Donc ici à 7,35 €, vous aviez un premier signal, c'était un premier signal d'achat, vous pouviez rentrer. Ensuite, elle a cassé les 8 €, seuil psychologique et plus haut de 2021, c'était un deuxième signal. Donc vous pouvez rentrer sur les 7,30 € ou les 8 €. Et ensuite, on va jouer avec le stop de protection. Au début, il y a le signal ici, on met le stop dessous. Ensuite, la valeur gagne 20% et stabilise au-dessus des 8 €. On va pouvoir remonter le stop sous les 8 €. Ensuite, elle continue de grimper, elle monte jusqu'à 9, elle stabilise et elle redémarre. Et bien, on va pouvoir de nouveau remonter le stop de protection. Et ainsi, vous accompagnez la hausse de cette action jusqu'à ce qu'à un moment, peut-être, elle perde de sa superbe, elle casse un support, elle redevienne neutre. Et là, vous vous dites, j'ai bien profité de la hausse, elle devient neutre, donc je sors. Voilà. Toujours dans cette même logique, sur les autres actions, Infotel est dans un trend following depuis 20 ans. Elle a eu une phase, on va dire, de trou d'air dans son business, dans ses résultats, dans ses perspectives. En 2019, puis en 2020 avec le Covid, elle a chuté, puis elle est repartie de l'avant. Ce qu'on peut voir là, c'est que Infotel travaille son plus haut historique. Ici, datant de 2018, retesté en 2022 et actuellement retesté également. On a donc une action qui est haussière depuis 20 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 3 mois. Et on va surveiller la cassure de ce record historique pour ceux qui le souhaitent, pour potentiellement s'y intéresser. Autre action magnifique qui a fait un beau parcours ces dernières semaines, c'est Sopra Steria Group. Alors là, je vais vous faire le résumé du film passé. Vous allez me dire, oui, mais Nicolas, c'est bien gentil, tu nous racontes a posteriori ce qu'il aurait fallu faire. Oui, mais comprenez que l'analyse graphique, c'est l'analyse des phénomènes passés. Plus vous en analysez, plus vous en voyez, plus vos yeux s'y habituent et plus ça vous permet par la suite d'en profiter. Ici, Sopra Steria était baissière en 2022, comme beaucoup d'actions. Elle teste sa moyenne mobile en décembre 2022, une fois, 2 fois, 3 fois, et la 4e fois en janvier 2023, elle passe en force. Ça, c'est le signal numéro 1. Imaginons que vous ayez raté le signal numéro 1. Ensuite, elle revient au contact de la résistance à 165 €. Et là, publication, gap haussier, volume énorme, accélération. On peut tenter de se dire, c'est un signal fort, les résultats sont excellents, je rentre. Imaginons que vous ne l'ayez pas vu et vous tombez dessus le lendemain. Et bien là, vous vous dites, ah, elle est en train d'attaquer ses plus hauts de 2021-2022. Donc après avoir cassé sa dynamique baissière, mis en place une dynamique haussière de court terme, elle a donné un premier signal, un deuxième signal, elle est en train de donner un troisième signal. Parce que vous auriez aussi pris du recul en vous mettant en données hebdomadaires ou en données mensuelles, en constatant qu'elle est haussière depuis 30 ans, et en constatant qu'avec cette forte hausse des dernières semaines, elle était en train, non pas d'attaquer que ses plus hauts de 2021, mais même son plus haut historique de 2018. Et là, c'était la 4e entrée potentielle. La cassure du plus haut historique.
Parce que, statistiquement parlant, une action fortement haussière à long terme, à moyen terme, à court terme, qui casse un plus haut historique, eh bien, elle a plus de chances de monter qu'une autre. Je vous ai dit tout à l'heure, la probabilité d'un gain sur une action haussière est supérieure à la probabilité d'un gain sur une action baissière, ce qui peut paraître bête, mais beaucoup pensent l'inverse. Eh bien, la probabilité d'un gain sur une action haussière qui casse un plus haut historique, elle est encore plus importante que la probabilité d'un gain sur une action haussière normale. C'est donc pour ça que, même si vous n'aviez pas vu le 1, le 2 ou le 3, eh bien, il était possible de rentrer sur le 4 et de gagner déjà 5%. On passe à la suivante, Schneider Electric. Schneider Electric, elle est haussière à très très long terme. Voilà. Mais il y a des périodes un peu plus complexes. Et ce qu'on peut constater, c'est que, je fais référence à l'émission d'il y a 2 semaines, la moyenne mobile à 200 périodes, elle est neutre, elle a une pente faiblarde. Elle est donc moins puissante, moins haussière, moins dynamique que les autres actions que je viens de vous montrer. Donc dans ces cas-là, on peut s'intéresser au dossier parce qu'on aime bien la boîte, qu'on a étudié les résultats, mais on va aussi regarder un peu les résistances et vous voyez que c'est pas un hasard si elle a buté il y a 2 semaines à 160 € et si elle bute encore sur les 157. En fait, ça correspond au plus haut d'avril 2022, au plus haut ici de septembre 2021. Donc en fait, la zone 155-160, c'est vraiment une grosse zone. Et si ça se trouve, si elle bute ici, elle pourrait tout simplement se mettre en range, c'est-à-dire en consolidation horizontale. La moyenne mobile à 200 périodes est passée de baissière à neutre avec une pente faiblement haussière. Et si la résistance ne passe pas, on peut avoir des consolidations. Dans ces cas-là, les traders de court terme, pour certains d'entre eux, sortent sous résistance. Pour l'investisseur moyen terme, ça dépend à quel prix vous êtes rentré, ça dépend si vous en aviez depuis 1 an, ou si vous êtes rentré sur la cassure des mêmes 200, ou le test des mêmes 200, ou sur des cassures haussières. Vous pouvez tracer des supports horizontaux, comme ici à 148 ou à 142,50, et vous pouvez décider, non pas de couper la position, mais de mettre votre stop de protection sous un support. Le temps de lui donner peut-être un peu de temps pour respirer, avant éventuellement de passer. Et puis si au contraire ça passe pas et que ça casse les supports, eh bien votre stop sera exécuté, vous sortirez, elle redeviendra un peu plus neutre, et elle reviendra peut-être vers sa moyenne mobile à 200 périodes. Voilà. Je continue, je reprendrai 1 ou 2 questions dans le chat à la fin. Bolloré, elle est haussière à très très long terme. Là aussi, elle a un peu mangé son pain dur entre 2015 et 2020, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, elle est très recherchée. Elle était ici dans une consolidation sous une oblique, ça a cassé, elle s'est réinstallée au-dessus des mêmes 200, donc ça c'est des points positifs, cassure d'oblique, réinstallation au-dessus des mêmes 200. Elle est repartie à la hausse, et là elle est dans un range. Donc on sait qu'elle est très haussière à long terme, on sait qu'elle est proche de son plus haut historique. 2 façons en théorie d'intervenir si on fait du trend following sur ce dossier. Le premier, c'est de profiter des retours sur support. Il y a eu un retour 1 fois à 5 €, 2 fois à 5 €, 3 fois à 5 €, 4 fois à 5 €. Et en plus, on se rend compte que la moyenne mobile à 200 périodes grimpe progressivement et que on pourrait donc, si elle revient à 5 €, tenter d'acheter les 5 € à proximité des mêmes 200. Ça fait une invalidation proche. Ou bien, on attend, et si elle ne revient pas à 5 €, on pourra surveiller une éventuelle cassure des 5,45, soit le plus haut historique de cette action, puisque comme je viens de vous l'expliquer, la probabilité d'un gain sur une action haussière qui casse un plus haut historique est supérieure à toutes les autres. Ensuite, Ava Optical Networking, alors j'ai pris aussi quelques actions étrangères. Merci beaucoup d'ailleurs pour toutes les actions qui m'ont été proposées. Vous m'en avez proposé 115 je crois à peu près, donc j'ai dû en choisir 20, j'en ai gardé pour l'émission suivante. Ça c'est une action qui cote en Allemagne, où il y a eu des tests ici fin 2021, début 2022 de la MM200, et puis depuis c'est un long fleuve tranquille au-dessus des MM50. De la même manière que parfois une valeur réagit bien sur MM200, la MM50 aussi peut être un pivot. Et elle vous permet en fait d'entrer sur les tests des mêmes 50 ou sur les cassures, puis de remonter vos stops au fur et à mesure et d'accompagner le mouvement. Jusqu'à ce que, bien évidemment, à un moment, la MM50 casse et peut-être qu'on revienne vers la MM200.
Mais vous aurez remarqué en regardant Edenred, Equinox, Soprasteria, Bolloré ou encore celle-ci, que quand on est dans des tendances haussières puissantes au-dessus des mêmes 200 ou au-dessus des mêmes 50, ça nous donne des invalidations proches, ça nous donne des pivots et c'est surtout des actions plus haussières, plus rapides, qui font moins peur que d'autres dossiers. C'est donc ça que cherche le trend follower. Ensuite, on peut regarder ESSO. Alors ESSO, elle n'est pas haussière à très long terme, premièrement. Deuxièmement, elle a été chercher une grosse résistance là quand il y a eu la hausse de tout le secteur pétrolier en 2022. Donc ensuite, elle a corrigé. Le point positif, c'est que vous voyez que depuis septembre, les plus bas sont de plus en plus hauts. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de remonter le stop de protection sur vos achats et de progressivement sécuriser des gains au cas où ça retombe. Le point négatif de cette valeur, c'est la pente de la moyenne mobile à 200 périodes. La pente n'est plus haussière, elle est neutre. Et lorsque la pente d'une MM200 est neutre, on peut vivoter autour de cette MM200 un certain temps avant soit de casser les supports et de continuer de vivoter un certain temps, soit de repartir à la hausse. Mais là, à court terme, elle a fait un mouvement, elle a tenté d'accélérer, ça ne vient pas. Elle peut revenir tester MM200 et on verra si elle trouve la force ou non pour relancer sur cette dernière. Ensuite, on a Air Liquide. Air Liquide, c'est la valeur française par excellence et peut-être une des rares valeurs où certains font du DCA, donc des achats mensuels programmés. Quand on regarde Air Liquide sur 30 ans, c'est un rouleau compresseur haussier avec une vitesse entre les années 90 et 2008, puis une vitesse accélérée entre 2008 et le Covid, puis une vitesse encore plus accélérée depuis. Tout le monde adore ce dossier, adore la distribution d'actions, le dividende. Simplement, voilà, on a un titre qui flirte avec son plus haut de juin 2022, qui approche donc d'un pivot, d'une résistance clé. Toujours même principe, hein, si ça casse, c'est super. Mais si ça ne casse pas, et qu'on devait sortir, ici on voit un petit triangle par le bas de ce triangle, on pourrait consolider, revenir sur les supports. Ici aussi, vous noterez que la pente de la moyenne mobile à 200 est neutre. Donc, si les marchés trouvent encore de la puissance et qu'elle sort de son triangle, elle peut attester ses plus hauts historiques et casser. Si elle sort par le bas de son triangle, on pourra la voir sur les supports, voire pourquoi pas en cas de retour sur sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc il faut attendre en fait que le marché nous donne le prochain signal. Entech, ça c'est une valeur qui est à côté depuis peu sur le marché français, qui a fait un très beau parcours. Ici, ce que je voulais noter, c'était la difficulté de ce titre. C'est un petit titre, donc il y a une certaine illiquidité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 1000 actions échangées, ça veut dire que 1000 actions à 9 euros, ça fait 9000 euros d'échangés, ça veut dire qu'elle peut très vite aller à la hausse comme à la baisse. Et ce que vous pouvez noter sur ce dossier, c'est que ça latéralise, ça perd 20%, puis ça repart. Puis ça perd 20%, puis ça repart. Puis ça repère 15% et ça repart. Donc de la même manière où vous aurez noté sur le titre Edenred que on peut l'acheter en cas de correction, et bien plutôt que d'acheter des cassures de plus haut, peut-être que sur ce genre de titre, connaissant, constatant sa façon d'évoluer, eh bien on va plutôt attendre des retours sur les supports, sur les zones horizontales ou sur MM200 pour pouvoir se placer sur repli. Sur ce genre de titre aussi, on peut se faire avoir sur des mèches basses si on a des stops trop serrés. Donc si on rentre sur ce genre de titre, on doit savoir que 1, il faut essayer de rentrer sur repli pour avoir la meilleure entrée, pour avoir un stop sous les supports. Parce que si on entre à 9,50 avec un stop à 8,50 et qu'on se fait avoir par la mèche, on est sacrément dégoûté. Et certains vont dire dans ces cas-là, ah c'est les méchants fonds d'investissement, ils viennent chercher nos stops. Oui mais non, parce qu'en fait le mode d'emploi il vous était donné par l'étude d'un graphique. Souvent les gens ouvrent un graphique et regardent le mois écoulé, mais en fait c'est l'année ou les 2 dernières années écoulées qu'il faut regarder. Maintenant on passe sur les actions en surveillance, c'est des actions qui sont moins haussières, donc qui me plaisent moins, mais où vous avez parfois des questions, donc on regarde. Ici on a Grainvolt.
Grainvolt qui avait fait une cassure en 2017 qui s'était littéralement envolée, puis là qui a connu une correction très forte. Et en données hebdomadaires, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est en train de revenir sur une zone de prix qui a été testée à de multiples reprises. C'est pour ça que j'avais posté un graphique sur Twitter et j'avais dit que la zone entre 55 et 65 pouvait se surveiller. Voilà. On est actuellement à 65-60. On est actuellement dans un range. Il y a ceux qui vont acheter le bas du range sans se poser de questions. Il y a ceux qui vont attendre de voir si on s'arrête à 65, si on descend à 60, si on va tester les 55, comment ça réagit, est-ce que ça réagit. Et puis, il y a l'investisseur prudent qui fait du trend following, qui va dire, bah attendez, moi j'ai un range, bah j'attends la sortie du range. Je vais attendre la sortie par le haut pour rentrer. Je préfère louper 20% de hausse que d'acheter une action qui est baissière à moyen terme. Voilà. Ensuite, Mediantech. Alors pour ceux qui ne peuvent pas voir la fin du stream, vous aurez de toute façon l'émission qui est publiée sur YouTube d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Donc vous pourrez revoir le live sans souci sur la chaîne WeBourse. Mediantech, même chose. Elle était baissière sous une oblique, on en avait parlé il y a 15 jours. On avait dit qu'il fallait casser son oblique baissière, c'est ce qu'elle a fait. Mais casser une oblique baissière, c'est passer de baissier à neutre. C'est un premier step, une première étape pour sortir d'une dynamique baissière. Mais la dynamique reste sous pression, sous MM200. Donc on est loin d'une valeur en trend following. Elle est neutre dans un range et un vrai beau signal, ce serait la cassure conjuguée en fait de la moyenne mobile à 200 périodes et du haut du range. Donc ici, la zone des 9 €, 9,50 €. C'est pour ça que certains vont acheter en bas sur support, d'autres vont attendre une cassure pour rentrer sur accélération, d'autres, plus prudents, vont attendre qu'on sorte de ce range par le haut. Parce que parfois, on va passer 1 an dans un range et on va en sortir par le bas, ou parfois, on va passer 3 mois dans un range et en sortir par le bas. C'est pour ça que les plus prudents, ceux qui préfèrent le trend following, ceux qui veulent en fait avoir les statistiques dans leur dos, attendent des cassures par le haut. Même phénomène sur Solution 30. On était dans une dynamique baissière très forte, on l'est encore à moyen long terme. Il y a une stabilisation à plat, c'est un premier... Oui, Zoz, on a cassé la trendline baissière sur médiane. Mais casser une trendline baissière, ça veut dire passer de baissier à neutre, ça ne veut pas dire passer haussier. Donc c'est un premier bon point, mais c'est le début d'un potentiel processus de retournement. C'est pas un signal très fort. Un signal très fort, c'est casser le haut du range et casser la MM200. Solution 30, même chose. C'est pas parce qu'elle a perdu 95% qu'elle va remonter. Des actions qui perdent 95% avant de reperdre 95% avant de reperdre 95%, en 20 ans, je peux vous dire que j'en ai vu un paquet. Donc ici, on avait une dynamique baissière forte. On voit qu'elle est passée au-dessus des mêmes 50, qu'elle a pris appui dessus une fois, 2 fois, 3 fois. C'est des premiers bons points. Mais, encore une fois, on passe de baissier à neutre. Pour passer aussi à court terme, pour potentiellement retourner la dynamique ultra puissante de cette action, il faut casser le plus haut ici à 2,70 qui correspond à la MM200. C'est en plus pas une coïncidence, c'est amusant de voir à quel point souvent le titre baisse et stabilise jusqu'à ce que sa MM200 vienne l'épouser et c'est là que ça se passe. Si la MM200 bloque, si le haut du range bloque, ça repart à la baisse. Si on casse par le haut avec des volumes, là on a un signal et donc on a un intérêt. Piscine des joyaux, même chose. Elle était baissière, elle est désormais neutre. Elle est attirée à court terme par un gap laissé ici à 16,60-70. Un gap, c'est un trou de cotation. Elle avait ouvert un gap baissier et souvent les prix sont attirés par le gap. Si elle arrive à revenir jusqu'ici, voire sur MM200 ou au-dessus, elle va peut-être, j'ai bien dit peut-être, créer une figure. Ici, on voit une sorte de tasse avec anse, ou un creux en Adam et Ève. Adam étant un triangle, Ève un rond. La résistance, elle est à 17,50. Donc si ce titre arrive à casser MM200 à 17 et à casser 17,50, on valide une figure en Adam et Ève, ou en tasse avec anse, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Pour le moment, là, tout de suite, maintenant, au moment où je vous parle, c'est une valeur qui est passée de baissière à neutre. Elle est donc dans un range et on attendra des signaux puissants.
Même chose sur LDLC. LDLC est une action qui était baissière. Regardez, LDLC en 2020-21 du trend following. On casse MM200, on revient la tester. Ensuite, c'est la chute, c'est la chute, c'est la chute, c'est la chute. Là, je voulais vous montrer que le fait d'être dans un range et de réagir positivement, ça ne veut pas dire qu'on va en sortir par le haut, puisque regardez ici, on a fait un bas de range, 2 bas de range, 3 bas de range, 4 bas de range, puis on l'a cassé. Ici, on a fait 1, 2, 3, 4. Ah, quid de la suite? Eh bien, si vous avez acheté récemment, vous savez où mettre le stop, sous le bas du range. Si vous êtes un investisseur prudent, vous notez encore une fois que le haut du range correspond à la MM200 et vous allez attendre qu'on sorte par le haut de ce range. Voilà. Maintenant, on va passer aux configs un peu plus complexes pour finir cette émission. Athos. Pourquoi complexe? Parce qu'elle en a fait baver à beaucoup de monde, dont moi, dans sa chute. On est dans une théorie du phénix potentiel. Qu'est-ce qu'un phénix? C'est une valeur qui a baissé pendant des années, puis ensuite qui s'est neutralisée, et ensuite qui sort de sa torpeur avec du volume, des news, et qui casse sa MM200. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire par rapport aux ranges et aux sorties de range, vous voyez que elle, la zone 1 ici, elle était dans son range. Les points 2, c'est quoi? C'est la cassure plus les tests de sortie du range. Parce que souvent, quand une valeur casse un range par le haut, elle revient le tester. Donc, point 1, on est dans un range, on attend. Point 2, on casse le range, on peut acheter. Ou point 2, on vient tester le range, on peut acheter. Point 3, il y a de l'actu, il y a de la spéculation, il y a des volumes. On passe MM200. Là, on peut tenter un achat, puisqu'on est dans un retournement potentiel. Et point 4, on est en train d'essayer de passer les 15 €, seuil psychologique, plus haut du 15 juin 2022. Un point qui avait été testé dans sa chute où elle avait tenté de se reprendre, puis elle s'est tapé la tête avant de repartir. Et donc, voilà, c'est le schéma d'une action qui passe de baissière à neutre à haussière. Et donc, vous voyez, il faut attendre qu'on sorte du schéma baissier pour être dans un schéma neutre. Une fois qu'on passe du schéma neutre à un schéma haussier, là, on peut commencer à acheter la valeur et à profiter de la hausse. Ensuite, Moulinvest. Moulinvest, elle est sous MM200, elle est baissière, elle a bloqué à multiples reprises sous MM50, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc vous voyez, typiquement ici, c'est une action qui va moins me plaire que les autres. Vous allez me dire, certains diront, ah bah oui, mais on est en train de créer un support. Ok, cool. Mais moi, je vais attendre au moins une cassure des MM50. Et je vais vous dire la vérité, même si elle cassait MM50, elle ne me plairait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a une pente rapide de MM200. Elle est donc plutôt dans un trend following baissier que haussier. Et quand une action est sous MM200, elle me plaît moins que les autres. J'attends la cassure des MM200. Donc ici, je ne suis pas prêt de m'y intéresser. Par contre, si vous êtes bloqué dessus et acheteur à court terme, bon bah, vous avez un support qui a été créé, vous savez où vous pouvez mettre un stop pour arrêter l'hémorragie, sous le support. Comme ça, si elle se reprend, c'est cool, content pour vous, mais si elle casse le support, vous sortez. Carrefour, pourquoi je l'ai mis dans les complexes? Parce que c'est un gruyère, j'y comprends pas grand-chose. Autant il y a des valeurs que je peux vous cadrer qui sont intéressantes, avec l'analyse graphique, les moyennes mobiles, les canaux, les niveaux de résistance horizontaux. Elle, c'est un gruyère. Elle travaille MM200, mais elle la casse, elle la repasse, puis elle revient dessous, puis elle revient au-dessus, puis elle la recasse, puis elle revient... Enfin, c'est illisible. Donc je ne peux pas faire d'analyse graphique là-dessus. Boiron, c'est l'exemple d'une valeur qui était dans une tendance haussière l'année dernière. On a vu qu'elle sortait de sa torpeur, elle prenait appui sur MM200 une fois, 2 fois. Ici, elle tient un niveau horizontal, elle revient proche des MM200, elle reprend 20%, et puis patatras. Là, on a une séance avec une accélération baissière, du volume et une cassure des MM200. Donc, moi qui fais du trend following, qui veut des actions haussières au-dessus des MM200, autant j'ai pu mettre à profit cette hausse continue au-dessus des MM200, autant quand ça casse, je prends ma perte et je sors. Et si je veux m'y réintéresser, j'attends qu'elle repasse les 45 € et la MM200. Et on finit avec Capgemini, qui ne m'intéresse pas parce qu'elle est neutre à moyen terme sur 6 mois, que sa MM200 a une pente baissière, on va dire qu'elle est neutre parce qu'elle se stabilise. Et donc, bah ça m'intéresse pas en fait. Moi je veux des actions qui montent, je veux des actions dynamiques, des actions où il y a une puissance, une tenue. Et à la limite, pour un trader de range,
de zone horizontale qui apprécie en fait la propreté de ce range, on attendra en bas pour viser en haut. Et pour un trader qui fait du trend following, qui veut de la dynamique, on attendra une cassure par le haut des 191. En attendant, elle peut y passer du temps. Et du temps, nous n'en avons pas. Nous, investisseurs, nous voulons aller là où l'action se passe. Alors, Philharmonie dit on peut anticiper la saison chaude avec des joyaux. En fait, à mon avis, les volumes sur Piscine des Joyaux, c'est un peu ça. C'est de la spéculation sur l'été à venir, la reprise du business, etc. Et de cette potentielle sortie de range à terme. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle se fasse. Antoine, question de forme. Je souhaiterais commencer un DCA long terme. Jusqu'à présent, je passais par ma banque, mais je trouve les frais trop élevés. Aurais-tu une plateforme à conseiller? Oui, j'en ai une et je vous en parlerai dans la prochaine émission. Jeudi, en fait, je vais annoncer un nouveau partenaire. Et c'est une plateforme qui permet de faire du DCA. Et c'est une plateforme que j'utilise et que ma femme utilise. Et voilà, je vais vous garder des surprises, mais en gros, à partir de la prochaine émission, je vais vous montrer l'exemple d'un DCA long terme, multi-actif, où tous les mois, j'achèterai des cryptos, des métaux, des ETF, des actions à très long terme. Et je vous montrerai les résultats de ce compte-là dans chaque émission. Voilà. Et je vais m'arrêter sur cette petite surprise. Allez, 1h15 d'émission, j'ai été trop long, mais j'ai essayé de vous délivrer un peu de connaissances. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre quand même à vos questions. J'ai fait une vingtaine d'actions qu'on m'a demandé, j'en ferai 20 autres dans la prochaine émission dans 15 jours. Demain mercredi, donc ce soir vous aurez la vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent la revoir ou l'envoyer à des amis. Faites connaître cette émission, le lien Twitch, le lien YouTube, faites péter les scores. Merci à tous d'être venus, d'avoir suivi, posé des questions, etc. Demain sur nicolaschéron.fr et sur les réseaux, vous aurez la newsletter du mercredi. Et puis jeudi, vous aurez des annonces. Vous verrez tout cela sur les réseaux. En tous les cas, voilà. Je vous remercie à tous. Merci Tadi, mon ami Fred, pour avoir modéré le chat. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon trading, mais surtout un bon investissement. Et ne vous faites pas coincer sur les micro-caps, les DroneVolt, Arcos, Balio, Genomic Vision, Poxel et autres small caps qui rebondissent. Ce sont des dossiers qui ont perdu 70, 80, 90, 99, voire 99,9% avant de rebondir. Et je vous le répète, la probabilité d'un gain est supérieure sur une action haussière plutôt que sur une action baissière. Au revoir à tous!